Paris, vendredi 13 novembre 2015. La capitale française a été la cible de plusieurs attaques terroristes, revendiquées par la suite par le groupe Daesh, ISIL. Alors lorsqu'on regarde un peu les médias, on s'aperçoit que le son de cloche est assez unanime. Les critiques sont dirigées uniquement vers l'agresseur. Et lorsqu'on essaie d'analyser ce que ressentent les personnes concernées, les proches des victimes, ou les citoyens qui ont assisté de près ou de loin à ce dramatique spectacle, on s'aperçoit bien sûr qu'ils expriment énormément de sentiments, de peine, de douleur, mais aussi de colère. Mais il n'y a pas beaucoup de questionnements sur le fond de cette histoire. La réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un pays tel que la France est ciblé par des attaques terroristes? Pourquoi est-ce que Paris a été choisi par ces terroristes pour commettre ces actes? Donc on n'entend pas beaucoup ce son de cloche en fait. Et c'est cet éclairage que je voudrais essayer d'apporter dans cette vidéo, en essayant de se pencher sur le fond des choses. Une fois que la peine est passée, une fois que la douleur est passée, il est peut-être nécessaire, si on veut vraiment en tirer quelque chose de positif, de se demander mais pourquoi? D'où cela vient-il? Déjà, il faut se rappeler que la France est en guerre depuis 2014, en fait. Parce que à partir de mi-septembre 2014, la France a commencé à frapper l'État islamique en Irak. Donc depuis septembre 2014, la France bombarde l'État islamique en Irak. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas très habitués à ce genre de confrontation où nous avons un camp clairement défini et une opposition et des adversaires qui sont euh, cachés, pas visibles, peu identifiables, dont on sait finalement pas grand-chose. Mais la réalité, elle est bien là. Depuis 2014, depuis fin 2014, la France bombarde ISIL en Irak. Et ça a été même répété en fin d'année 2015, cette fois, par le président Hollande, qui, c'était en septembre 2015, quasiment un an jour pour jour, où cette fois le président Hollande déclarait qu'il y aurait des bombardements en Syrie, cette fois, contre l'État islamique. Donc il faut, par rapport à ça, euh, avoir conscience que ce n'est pas une histoire qui sort totalement de n'importe où. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Euh, tout ça a bien commencé en septembre 2014. Euh, à partir de là, on se dit, bon, on bombarde des adversaires, on va dire, hein, si on est du point de vue français, depuis un an maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que ces adversaires ont répondu à leur manière à ces bombardements. Il faut aussi se rappeler que ces adversaires avaient menacé plusieurs fois et avaient prévenu et alerté plusieurs fois qu'il y aurait des représailles, qu'il y aurait des attaques par rapport à ces agressions françaises. Euh, on pense notamment à ce qui s'est passé en début 2015, en janvier 2015, avec les attaques du fameux Charlie Hebdo, où là encore, même si le fond de l'histoire date encore une fois depuis bien longtemps, Charlie Hebdo a commencé, ça faisait plus de 6 ans que Charlie Hebdo recevait des menaces par rapport à leurs caricatures, entre autres. Mais il y a eu des alertes, il y a eu énormément d'alertes. Bien sûr, les services secrets français reçoivent des informations de leurs différents contreparties, mais c'est quelque chose qui ne sort pas de nulle part, en fait. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. C'est-à-dire que
la France a commencé à bombarder l'État islamique en Irak en 2014. Le deuxième point, c'est de se demander, mais au fond, pourquoi est-ce que nous dépensons autant d'énergie et, pour parler franchement, autant d'argent pour bombarder un ennemi qu'on ne connaît quasiment pas, en fait? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la guerre coûte très cher. La guerre coûte très cher, bien sûr, en termes d'argent, en termes de sacrifice, parce que, in fine, il est difficile d'envisager une guerre sans avoir des pertes. Donc c'est énormément de choses qui sont mises en jeu. Et il faut se demander en tant que citoyen, moi je suis citoyen français, et je me demande, mais pourquoi est-ce que mon pays décide d'engager autant d'argent, autant de dépenses? Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour mener une guerre, il faut bien sûr du matériel, il faut des hommes, et rien que ces deux aspects coûtent énormément d'argent. Les hommes, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut prendre soin d'eux. Le matériel, déjà, il faut en acheter, il faut être équipé, il faut le renouveler, donc tout ce qui est munitions, euh, tout ce qui est déploiement, parce que ces hommes, il a bien fallu les déployer sur ces champs d'opération. Tout ça, c'est des choses qui coûtent énormément d'argent. Juste pour garder un chiffre en tête, il y a des rafales qui larguent des bombes donc, contre Daesh. Le Rafale est équipé d'un type de missile qu'on appelle RR, euh, qui porte un nom de code Mika. Donc un missile RR, c'est tout simplement un missile qui est lâché depuis les airs et qui a pour but de toucher sa cible dans les airs. Un missile Mika coûte 600 000 euros, à peu près. 600 000 euros. Un missile. Je ne parle même pas du carburant, du kérosène qui est brûlé par les avions. Enfin, pourquoi est-ce qu'un pays irait dépenser autant d'argent, donc des millions d'euros, très facilement? Et bien sûr, si ça s'éternise, on peut facilement arriver à des sommes totalement délirantes. Pourquoi dépenser des millions d'euros dans une guerre? Pourquoi dépenser des millions d'euros dans une guerre? Tout simplement. Je pense que même sans être dans la confidence des gouvernements et des différents stratèges politiques qui nous entourent, il est bien évident et assez clair de conclure que si on dépense autant d'argent dans une guerre, c'est parce qu'on estime que le gain est supérieur à la défense. Il n'y a aucun type de guerre ou de conflit qui est mené dans ce monde où on va dépenser, on va engager des frais et des moyens à perte. Après, euh, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on estime être le gain est un gain financier. Ça peut être un gain tout simplement de liberté. La liberté n'a pas de prix, comme on dit souvent. Et donc faire la guerre pour la liberté, c'est aussi considérer que oui, nous nous battons pour quelque chose qui est au-delà euh, de quelque chose qui n'est pas quantifiable en termes d'argent. Mais là, manifestement, il ne faut pas non plus être dupe. Il faut bien se rendre compte que les terrains d'action dont on parle sont des terrains d'action qui contiennent pas mal de ressources pétrolifères, de gaz, et c'est un endroit qui est très stratégique au niveau géopolitique. C'est-à-dire que il est difficile quand un pays occidental se lance dans ce genre de campagne euh, de rester les bras croisés sans y participer. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que le terrain sera conquis, euh, comme d'habitude, les gagnants vont s'emparer du trésor de guerre. Et il y a aussi tout l'aspect géostratégique. Il y a un pays dans cette zone-là qui s'appelle Israël, qui a des contentieux depuis des décennies avec ses voisins, avec certains de ses voisins. Et il faut aussi se rappeler que Israël est allié à bon nombre de pays occidentaux, ainsi qu'aux États-Unis. Donc l'enjeu dans ce terrain-là est au-delà du financier. C'est du financier à cause des ressources. Et aussi, c'est un enjeu stratégique géopolitique en termes d'alliance avec les différents pays de cette région-là.
Donc voilà, c'est une vidéo qui fait un peu plus de 10 minutes, mais je pense que c'était nécessaire de donner cet éclairage un peu différent de ce qu'on entend un peu partout. Et je pense qu'il est assez important en tant que citoyen de se poser la question du pourquoi à chaque fois. Et une fois qu'on a la réponse au pourquoi, ou des éléments de réponse, la prochaine étape, c'est peut-être de se demander, au niveau citoyen, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce qu'il faut se rappeler que nous sommes des citoyens, nous payons des impôts, nos impôts servent entre autres à acheter des armes, qui servent entre autres à aller bombarder un ennemi. Merci.